Bienvenue dans la rétrospective de la période des questions. Ici, Donna Skelly, présidente de l'Assemblée législative de l'Ontario. Apprêtez-vous à retourner en 1987, année majeure pour la province. C'est la première fois que la médaille de l'Ordre de l'Ontario a été attribuée. Kylie Minogue a lancé son premier single Locomotion et Stephen King a sorti son roman Misery. Voyons qui travaillait en chambre à l'époque. Affecté aux répliques et déclarations de ministre est révolu. Nous passons maintenant aux questions orales. Député de Saint George. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'ai une question concernant Torla Cranston. Est-ce que la question s'adresse au Premier ministre? Est-ce que on a pu voir cette question concernant une école secondaire près de Rideau Canal et concernant les émissions, les émanations de soufre dans la région de Thunder Bay? Le Premier ministre. Je ne sais pas comment cette question a été indiquée. Mais il n'y a jamais eu de réunion de prévue. Lorsqu'on a eu une réunion à Ottawa pour célébrer l'ouverture du palais de justice, tout s'est bien passé. Comme vous savez, plusieurs fois, on a essayé de fixer un rendez-vous avec le sous-ministre pour traiter de cette question plutôt de charbon qui vient de l'Ouest. Et j'ai déjà pu en parler avec le président de l'Hydro-Ontario. Et déjà, on a pu en parler avec le premier ministre de Colombie-Britannique, M. Van der Zalm, et également avec son homologue en Alberta. Je serai prêt à discuter avec vous, mais je puis assurer à l'honorable député que je suis prêt à rencontrer vous ou toute autre personne ou le sous-premier ministre, même si cela prendra au moins 5 ans avant que l'on puisse réagir, étant donné les circonstances à l'heure actuelle. Supplémentaire. Eh bien, Monsieur le Premier ministre, à plusieurs reprises, vous vous êtes plaint de certains problèmes concernant le manque de communication au niveau fédéral-provincial. Votre ministre de l'Environnement s'est rendu 2 fois aux États-Unis en quelques jours pour essayer de convaincre les adeptes ou les mordus de la chasse pour tenir compte de ce problème. Vous-même, vous allez à Ottawa, mais vous ne répondez pas de façon positive à une demande de rendez-vous pour pouvoir réduire ces problèmes de soufre. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? N'êtes-vous pas prêt à vous asseoir et à bien vouloir respecter ce rendez-vous concernant une chose si importante? Peut-être qu'on vous a rédigé une question ici à poser, mais je puis vous dire, avec tout le respect qui vous est dû, que votre interprétation est tout à fait erronée. Et j'ai du mal à croire que même vous croyez ce que vous venez de dire. Bon, ceci étant dit, j'aimerais indiquer, Monsieur le Président, à l'honorable député, quelle est la situation. Il y a eu beaucoup de réunions qui ont eu lieu et beaucoup de personnes se sont rencontrées et beaucoup d'autres en ont discuté. J'ai pu rencontrer le Premier ministre Van der Zalm et il se trouve que j'achète la production de charbon qui provient de l'Ouest. Je suis sûre que vous êtes au courant du fait qu'il y a une différence de prix de 47 %. Autrefois dit, c'est beaucoup moins cher étant donné les coûts de transport et autres facteurs. Deuxièmement, vous saurez qu'il faut tenir compte de certaines installations des usines qui existent en ce moment, la transformation des usines en Ontario. Il y a également des contrats qui sont signés avec d'autres producteurs en Ontario. Et si cela vous intéresse tant, pourquoi est-ce que vous n'aurez pas examiné ces questions? Moi-même, j'ai pu en parler avec le Premier ministre Getty et Van der Zalm. Je puis vous dire que le président d'Hydro-Ontario est en train d'examiner cette situation aussi. Nous allons faire tout ce qu'il faut faire, mais il reste beaucoup de choses à examiner. La députée, vous avez certainement examiné des modifications
possible à apporter aux usines en Ontario. Mais vous saviez qu'on est obligé d'utiliser du soufre à haute, ou plutôt des combustibles à haute teneur de soufre en provenance des États-Unis. Vous parlez d'autre part du fait que Hydro-Ontario est indépendante, mais vous parlez également d'un monstre que l'on sait contrôler. Et vous indiquez que des achats pour du charbon provenant de l'Ouest serait une chose qu'il faudrait faire par le truchement d'Hydro-Ontario. Est-ce que vous allez montrer que vous savez faire preuve de leadership et que l'on puisse bel et bien acheter ce charbon en provenance de l'Ouest? Le Premier ministre, j'aimerais féliciter l'honorable député d'avoir sermonné comme ça concernant l'achat de charbon en provenance de l'Ouest. Or, vous n'avez jamais fait à l'époque quand vous étiez ministre. Je suis sûre que vous allez tenir compte de la situation. Et comme je l'ai indiqué, je vais le répéter à l'honorable député, il existe certains contrats à cet égard. Et ça prendra au moins 4 à 5 années avant de pouvoir résoudre cette question. Mais comme j'ai indiqué au sous-ministre Mazankowski et comme je l'ai indiqué au ministre des Provinces de l'Ouest, notre politique est d'acheter canadien et c'est certainement ma préférence. Je vous l'ai indiqué, j'ai indiqué au sous-ministre et j'ai indiqué à mes homologues dans l'Ouest. Mais je suis sûre que ma collègue va certainement pas vouloir renier que c'est quelque chose qui prend du temps et qu'on ne peut pas le faire du jour au lendemain, tout simplement parce que, étant donné les coûts qui existent en ce moment, nos usines ne sont pas, en plus du point de vue technique, en mesure d'accepter ou de prendre ce charbon pour l'instant. Nouvelle question, député de Nipissing. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre et vous-même et le trésorier ont indiqué que certaines révisions externes ont montré que Exploracom avait des problèmes et qu'il lui faudrait plus de fonds, et ce, pour tous les ans à venir. Vous avez indiqué que l'étude a montré plutôt que Exploracom avait des graves problèmes et on n'avait pas du tout de mainmise là-dessus. Est-ce que le Premier ministre peut nous dire quels sont ces examens, ces études? Je ne peux vous le dire exactement parce qu'il y a eu plusieurs groupes concernés, Groupe Road par exemple, ou Hoskins, Line Michener aussi, Coppers et Lybrand, je crois. Enfin, il y en a beaucoup qui ont participé. Déjà plusieurs fois, on vous a posé des questions concernant ces études et beaucoup de personnes pensent que d'ailleurs ces études externes n'existent même pas. Moi, je dirais que votre crédibilité est en jeu et de reporter la question comme ça n'est pas une bonne chose. Il y a des allégations très sérieuses à votre égard. Par exemple, la question de M. Schwartz ressort souvent et il semblerait même que toutes ces questions ne sont pas du tout bien traitées. On parle de détournement, on parle de mauvaise prise de contrôle. Ce sont là vos allégations. J'aimerais savoir si, d'une part, elles existent et si elles sont tout à fait conformes au règlement. Quelles sont ces études? Le Premier ministre. Je crois que les renseignements devraient être divulgués. Le procureur, ou plutôt les avocats, nous a indiqué qu'on ne pouvait les divulguer pour l'instant parce qu'il fallait tenir de certains règlements. Mais je suis sûre qu'en fin de compte, tous les renseignements seront divulgués et je serai heureux de pouvoir obtenir votre appui pour ce projet. Le dernier supplémentaire, député de Nipissing. Monsieur le Président, au moment où on a soulevé ces questions, lorsque vous avez proposé ce projet, vous avez indiqué à la Chambre qu'il y avait eu un examen en bonne et due forme d'effectuer. Ce n'est pas le cas. Lorsque vous avez coupé les vivres à Exploracom, vous parliez d'études mystérieuses. Pourquoi devrait-on vous croire sur parole? Si toutes ces études existent, je crois que vous devriez offrir aux 26 000 employés et à M. Schwartz et à d'autres votre bonne volonté.
vous avez indiqué que vous êtes rétracté de ce projet pour des raisons entièrement politiques. Mais moi, j'indique que si vous-même, vous avez certains problèmes avec ces études, pourquoi est-ce que nous, on devrait vous croire? Alors, aux 26 employés, M. Schwartz, offrir une explication. Le Premier ministre. Je crois que le député a le droit d'avoir son point de vue. Et encore une fois, il est intéressant que votre parti a changé complètement d'opinion vis-à-vis de cette question. Au moment où j'ai annoncé cette étude, j'ai indiqué que c'était un concept auquel nous croyions. Or, entre la déclaration et le moment où l'on devait signer les contrats, nous pensions, comme je l'ai indiqué, grâce à des études externes, que cette entente n'était pas une bonne chose. On pensait à ce moment-là que cela coûtait très cher au gouvernement. Je regrette infiniment la décision que nous avons dû prendre et je regrette que le projet en question n'ait pas pu avoir lieu. Mais je crois qu'on a fait preuve de bon jugement étant donné les circonstances. À l'ordre. Nouvelle question, député de Ottawa-Centre. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires communautaires et sociales. Dans toute cette liste de développement de programmes et de politiques que nous avons vus, le ministre avait dit le 2 novembre que d'ici le 26 janvier, il espère avoir un accord avec le gouvernement fédéral qui permettrait au gouvernement fédéral de financer des garderies commerciales dans cette province. Pourquoi est-ce que le ministre continue d'utiliser, refuse d'utiliser les fonds qui existent actuellement afin d'accorder des crédits aux garderies non commerciales dans la province? Monsieur le Président, d'après les renseignements que j'ai eus du gouvernement fédéral, je peux dire que nous ne savions pas quels étaient les règlements concernant les nouveaux programmes que nous voulons proposer. La députée doit savoir que nous sommes dans la bonne voie, en ce sens que nous voulons établir, avec la collaboration du gouvernement fédéral, ces règlements. Compte tenu de l'échéancier de cette étude, c'est-à-dire 3 ou 4 mois, nous pensons que c'est mieux d'attendre avant de prendre quelque mesure que ce soit. Comme question supplémentaire, Monsieur le Président, j'aimerais demander au ministre pourquoi est-ce qu'il est possible qu'ayant attendu depuis juin, on nous a dit qu'il fallait attendre jusqu'au 26 janvier et maintenant on nous dit qu'il faut attendre jusqu'à la fin de juin de cette année avant d'avoir une décision concernant le financement des garderies. Pourquoi est-ce que le ministre continue d'utiliser ces programmes qui existent actuellement d'après le Canada Assistance Plan? Pourquoi est-ce qu'il refuse d'accorder des fonds au terme de ce programme afin de subvenir aux besoins de ces familles? Monsieur le ministre, Monsieur le Président, une des choses que nous voulons éviter dans la mesure du possible, c'est de créer davantage d'inégalités dans le système. Nous sommes d'avis que si on accorde de l'aide à 50% du système seulement, nous allons encourager cette inégalité. Et j'aimerais rappeler à l'honorable député que le document qui a été préparé par le groupe d'études fédéral avait indiqué l'existence d'une telle inégalité. Cela n'est pas logique pour moi, du moins, qu'on fasse exacerber une situation qui est déjà très mauvaise. J'aimerais demander au ministre ce qu'il a l'intention de faire pour les garderies gérées par la municipalité de Wingham, où des familles doivent dépenser de 13 à 26 $ par jour en juillet, et il n'a pris aucun engagement pour continuer l'exploitation de cette garderie. Et en fait, il refuse d'accorder des crédits à une garderie qui est non commerciale. Qu'est-ce qu'il a l'intention de faire maintenant? Monsieur le Président, je crois que l'honorable député parle de la situation où cette municipalité
utiliser le programme de financement indirect pour maintenir les frais à un niveau artificiellement bas quand on tient compte des frais à travers la province. La députée va aussi se rappeler que nous avons donné notre assurance à chacune de ces garderies que des fonds de transition seront disponibles pendant qu'on passe à la révision ou à l'étude de chacune de ces garderies. Pour terminer, je crois que d'ici la fin de cette étude, nous serons en mesure de mettre en place ces mécanismes de financement. Nouvelle question, la députée de Lac-Nipigon. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre concernant l'arrêté d'intervention à Kimberley-Clark qui a été émis vendredi dernier. La population de Terrace Bay, du comté de Nipigon, était soumise à une inquiétude qu'on pourrait qualifier de criminelle. Ces gens pensaient que leur mode de vie était en danger tout simplement parce qu'ils ne comprenaient pas ce que le ministre de l'Environnement, les fonctionnaires et la compagnie Kimberley-Clark avaient l'intention de faire. Est-ce que le Premier ministre peut nous donner une garantie aujourd'hui que plus jamais la population de Lac-Nipigon ou la population d'un autre comté de la province vont se trouver dans une situation semblable et qu'en fin de compte, on va avoir une approche compréhensive pour traiter des problèmes de pollution? Je remercie l'honorable député pour le point qu'il a soulevé dans cette Assemblée en tant que quelqu'un qui est impliqué dans les activités de la communauté et comme quelqu'un qui connaît très bien les problèmes de la région. J'apprécie son point de vue et sa participation à la discussion. Mais l'honorable député doit savoir qu'il y avait deux choses qu'il fallait étudier et qu'il y avait des conflits assez difficiles à résoudre. Il doit savoir que les arrêtés d'intervention dans le passé n'étaient pas respectés. Il doit être au courant que la pollution qui émanait de cette usine était très grave et il sait aussi qu'on risquait de perdre 1600 emplois. Compte tenu de ces faits, nous avons eu de longues discussions et je peux dire à l'honorable député que quand vous parlez que ce gouvernement qui encourage l'insécurité, je peux vous dire que cet aspect a existé depuis très longtemps. J'ai été à Geraldton, à Langlade, j'ai parlé avec beaucoup de gens. Et je ne pense pas que l'honorable député aimerait donner l'impression que ce gouvernement est responsable de ce caractère d'insécurité. Et je dois dire que ce gouvernement et le ministre s'est engagé à résoudre une question épineuse d'une façon raisonnable. Nous sommes confiants que nous allons nettoyer l'environnement et que les emplois seront sauvegardés. Mais je peux dire que ce gouvernement n'est pas à l'origine de ce sentiment d'insécurité. Nous avons reçu la suggestion de Kimberley-Clark que l'usine va fermer depuis longtemps. Ce que nous voulons faire, c'était obtenir une solution qui sera acceptée à tout le monde. Et je remercie l'honorable député pour sa question. Question supplémentaire. La députée de Lakeshore. Monsieur le Président, nous, sur les bancs de l'opposition, dans ce parti, nous trouvons très difficile comment le Premier ministre peut dire qu'il a trouvé la solution idéale. Est-ce qu'il peut expliquer à la Chambre pourquoi, au cours de ces négociations, il n'y avait aucune garantie que ces emplois seront sauvegardés et pourquoi l'arrêté d'intervention qu'il a fini par approuver comprenne des articles très bizarres. Par exemple, l'article 3, on dit que la compagnie a le droit de suspendre ses opérations à Terrace Bay si c'est nécessaire pour respecter l'arrêté d'intervention. Et pourquoi, plutôt que de négocier des garanties d'emploi, pourquoi est-ce qu'il a permis à la compagnie de se ménager une porte de sortie? Je peux dire à l'honorable député, avec le plus de respect, vous êtes en train
d'avoir les idées assez embrouillées sur cette question. L'arrêté d'intervention n'était pas pour contrôler la compagnie, mais plutôt pour contrôler la pollution. Je peux vous assurer que personne ne peut garantir ces emplois. Ils sont en train de diminuer les opérations et ce n'est pas la peine que j'essaie de vous convaincre ou que vous essayez de me convaincre que le but de ces arrêtés d'intervention, il faut faire face avec réalisme à cette situation. Toute compagnie peut fermer ses usines. Je ne peux pas l'empêcher. Personne ne peut le faire. Nous avons eu de pourparlers avec la compagnie en vue d'utiliser la meilleure technologie pour régler ce problème. Comme l'honorable député le sait, elle qui connaît très bien les problèmes de l'environnement, nous avons eu des pourparlers en vue de régler ce problème. Et nous avons étudié plusieurs techniques. Les opinions diffèrent et nous savons très bien que cela va prendre plusieurs années avant l'application. Je dis à l'honorable député qu'elle essaie de semer la confusion et je ne pense pas que nous pouvons contrôler le niveau d'emploi par le biais des arrêtés d'intervention. Dernière question supplémentaire. Monsieur le Président, je suis au courant du fait que les arrêtés d'intervention ne donnent aucune garantie, mais les arrêtés ne comprennent pas non plus des phrases qui disent que la compagnie a le droit de fermer son usine et peut-être mettre un terme à 1600 emplois. Mais est-ce que le Premier ministre peut dire à la Chambre si c'est la base, si cet arrêté d'intervention va servir de base comme d'autres arrêtés d'intervention à l'avenir? Est-ce que le ministre qui était à New York, est-ce que tout ce qu'il va faire, c'est apposer son approbation à tout arrêté d'intervention? En ce qui concerne de l'honorable député qui a discuté avec l'honorable député à plusieurs reprises, vous savez très bien qui est responsable de l'environnement. Vous savez très bien pourquoi il s'est rendu à New York. Vous devez savoir que dans toute l'Amérique du Nord, c'est le principal porte-parole pour des questions touchant l'environnement. Nous sommes très fiers du travail qu'il a accompli. Vous avez vu qu'il avait fait preuve d'un sens de jugement et qui ont gagné l'admiration de députés de l'opposition. Il a nettoyé l'environnement, il essaie de sauvegarder les emplois. Il s'est rendu à Washington, à Chicago et à Terrace Bay, et je peux en citer d'autres. Et je peux vous dire que c'est lui qui a cette responsabilité et nous pouvons tous nous estimer très heureux qu'il soit le responsable de cette question. Nouvelle question, le député de Nipissing. Il peut être le porte-parole principal, mais en ce qu'il s'agit des mesures à prendre, je dois dire qu'il n'est pas très... qu'il tient de l'arrière. Ma question s'adresse au ministre de l'Industrie et du Commerce. Maintenant que nous savons quelle affaire on a fait pour Kimberly-Clark et qu'elle ne va pas protéger l'environnement, je crois que le Premier ministre a indiqué que les compagnies américaines vont dicter au gouvernement de l'Ontario quelles mesures prendre pour l'environnement. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous allez faire concernant cet accord et quelle garantie d'emploi vous avez obtenue pour les 1600 employés de Kimberly-Clark? Monsieur le Président, je dois dire que ce ministère s'est impliqué dans toutes les négociations en vue de trouver une solution. Et en tant que ministre, j'étais à Geraldton il y a un mois où nous discutions des problèmes des forêts. La réunion a porté des fruits et nous avons réglé plusieurs questions. Question supplémentaire. Comme question supplémentaire, je ne suis pas du tout d'accord avec le Premier ministre. Ce que nous avons ici, c'est une situation où ils ont tout perdu. Nous avons accepté un accord sur l'équipement anti-pollution, accord qui a été décidé à Dallas. Et c'est très important, étant donné qu'on n'a pas de garantie que les emplois seront sauvegardés. Et au lieu des 20 millions de dollars, on a appris que la compagnie ne peut se payer que 10 millions de dollars. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez accordé 10 millions de dollars à cette compagnie? Est-ce que vous avez
étudié la possibilité d'acheter des actions de cette compagnie pour 10 millions de dollars. À propos, 10 millions de dollars, ces 10 millions, ça représente 2 ans de revenus de taxes de vente. Je crois qu'il y a eu des commentaires de ce côté de la Chambre qui disaient que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Je crois que si vous allez parler à la population de la région, vous allez voir qu'ils sont très heureux de la solution proposée par ce gouvernement. Nouvelle question. Le député de Sault-Ste-Marie. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre concernant l'étude rendue publique par la compagnie United Steel of America à propos de l'avenir de Algoma Steel et ce que le gouvernement et le syndicat peuvent faire pour améliorer les possibilités pour ces compagnies. De plus, le syndicat avait fait certaines recommandations où on parlait d'impliquer toutes les parties en cause. Et la recommandation pour le gouvernement provincial, c'est que le gouvernement provincial devrait encourager les industries du secteur secondaire de s'implanter à Sault-Ste-Marie afin de profiter de la sidérurgie, de l'industrie de sidérurgie qui existe actuellement dans cette région. Est-ce qu'il peut me dire s'il a l'intention d'adopter des mesures, le cas échéant, quelles sont les mesures que le gouvernement va adopter? Je peux dire à l'honorable député que nous avons beaucoup fait en matière d'encourager des usines à s'installer dans cette région. Une des choses que nous aimerons beaucoup voir, c'est davantage des usines de traitement dans le nord de l'Ontario. Et je peux dire que toute personne qui a étudié le nord de l'Ontario au cours des 100 dernières années, personne n'a répété la même chose 2 fois. Je dirais à l'honorable député qu'il y a des discussions spécifiques qui ont lieu actuellement. Et ces discussions concernent des projets bien spécifiques. Je ne peux pas, en toute honnêteté, garantir à l'honorable député que ces projets auront du succès. Vous savez que nous voulons qu'il y ait des changements dans le nord de l'Ontario afin qu'il y ait des usines de transformation. J'espère pouvoir avoir une réponse plus précise, mais j'en ai pas. Le député d'Algoma, question supplémentaire au Premier ministre à propos d'un des aspects spécifiques qui ont fait l'objet des discussions actuellement, en particulier des activités de Algoma Steel à Wawa. Est-ce que le Premier ministre peut déclarer à la Chambre quand est-ce qu'il s'attend à ce que ces discussions avec le gouvernement fédéral et avec les 2 compagnies prennent fin et s'il peut nous dire si les subventions sur les tarifs de transport par le train vont englober des garanties d'emploi. Les discussions continuent toujours et comme le gouvernement a indiqué il y a quelque temps, nous allons essayer de trouver une solution qui sera acceptable par tous les partis, à savoir le gouvernement et la compagnie de transport par train, la compagnie de chemin de fer ensemble. Nous avons indiqué notre volonté de participer à ces discussions. Je ne peux pas vous parler des conclusions possibles actuellement. En ce qui concerne votre question et à la question posée par votre collègue, qui sont toutes 2 des questions très légitimes, je ne peux pas vous donner de faux espoirs. Ce sont des discussions difficiles qui ont lieu. Il y a beaucoup de questions qu'il faut considérer. Je peux vous assurer que ces discussions représentent une très grande priorité pour le gouvernement et nous sommes très heureux de pouvoir obtenir votre collaboration, mais je ne peux pas vous donner les conclusions de ces discussions. Une nouvelle question, le député de Prescott Russell. Pour Madame la ministre des Affaires civiques et culturelles. Depuis quelques semaines, j'ai reçu nombre de correspondances
de francophones qui ont visité le Centre des sciences de l'Ontario. Certaines de ces personnes-là sont de mes commettants, d'autres sont des francophones d'ailleurs de l'échelle de l'Ontario. Et le courant des lettres était le même, Monsieur le Président. Ils se demandaient qu'est-ce que notre gouvernement était pour faire pour améliorer les services en français au Centre des sciences de l'Ontario. J'aimerais que Mme la ministre m'explique, si c'est possible, comment elle va améliorer la situation du français au Centre des sciences d'Ontario. Minister. Thank you very much, Mr. Speaker. Merci beaucoup, Monsieur le Président. À mon honorable collègue, je voudrais dire que le ministère joue un rôle très important auprès de nos agences culturelles et à ses clients. Et on a parlé de l'importance d'utiliser les 2 langues officielles dans nos agences. De plus, la prestation de services en français est très importante et nous avons expliqué à toutes les agences l'application de ce projet de 3 ans. Nous pensons que d'ici la mi-décembre, l'Office des affaires francophones avait approché le Centre de sciences de l'Ontario concernant l'utilisation du français dans le guide, dans la visite guidée. Et j'espère qu'on va avoir d'autres renseignements et j'espère pouvoir donner ces renseignements à l'honorable député. Ce serait possible que les services soient en place avant les prochaines visites scolaires de fin d'année. Je pense que c'est très important de savoir ça. Minister. Monsieur le ministre, je crois que vous allez voir que le Centre de sciences de l'Ontario a sur son personnel des guides qui connaissent très bien les 2 langues. Et je crois que nous allons voir une augmentation des visites guidées en français. Nouvelle question, le député de Saint George. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Vous avez dit que lorsque vous étiez occupé à vous promener en patin sur le canal Rideau, vous n'aviez pas eu l'occasion de rencontrer certains ministres. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous avez l'intention de faire? Non, je ne les ai pas rencontrés concernant cette question de nettoyage pour le charbon supplémentaire. Vous savez certainement que la région municipale a déjà dépensé plus de 8 millions de dollars pour nettoyer les dépôts de charbon. Est-ce que vous allez vous assurer auprès du ministre de l'Environnement qu'on va pouvoir faire quelque chose et que ce ne soit pas la municipalité de payer ceci? Le Premier ministre. Le ministre de l'Environnement fort capable traite certainement de cette question. Je suis sûr qu'il serait prêt à vous y répondre. Nouvelle question, le député de Windsor-Riverside. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question qui s'adresse au ministre du Travail. Cette question concerne une grève dans la circonscription du ministre et je crois que ce sera l'un des facteurs qui mettront à l'épreuve les facultés du ministre à traiter de cette question. Cela traite de Mills, dont le propriétaire est une grande compagnie aux États-Unis, Midland, et je me demande ce que le ministre a l'intention de faire en cette occasion et qu'est-ce qu'il va faire étant donné que le syndicat de l'automobile ou des travailleurs de l'automobile a une disposition selon laquelle on ne peut travailler plus de 48 heures semaine. Sinon, on perd certaines possibilités pour faire des heures supplémentaires. Est-ce que nous sommes obligés d'accepter des politiques américaines chez les usines canadiennes? Le ministre. Cette grève me préoccupe beaucoup, tout comme tout problème de cet ordre me préoccupe, mais il s'agit bel et bien de 7 ou 8 millions de personnes, ou 78 personnes, pardon, dont les emplois risquent d'être menacés. Je suis certainement au courant de cette question qui est fort troublante, mais je devrais indiquer à mon collègue que, selon mon ministère, nonobstant tout accord que l'on risque d'obtenir à un moment donné, nous devons tenir compte
d'autres aspects, par exemple des réclamations au niveau individuel. Et je crois que la participation de cadres supérieurs dans d'autres domaines pourrait venir à un aboutissement de ce désaccord. J'aimerais indiquer que moi-même, tout comme mon sous-ministre et M. Dennis Nelson, ont fait partie de cette équipe de négociation et nous espérons que d'ici une semaine et demie, nous aurons réglé cette question supplémentaire. J'aimerais demander au ministre ce qu'il a fait pour s'assurer que cette compagnie ne va pas chercher de remplaçants qui, dans ce cas-là, ou de jaunes, qui, dans ce cas-là, forcerait un revers de la situation. Par exemple, on emploie ces jaunes pour briser la grève. Qu'avez-vous fait? Par exemple, on vous a demandé, ou vous auriez demandé directement, et vous auriez parlé avec les représentants de l'usine pour voir quelles étaient cette question de normes américaines au Canada, le Premier ministre. J'ai rencontré les représentants du syndicat du local 195. C'était une réunion officieuse et je ne vais certainement pas traiter les détails ou relater les détails de cette réunion, mais une chose est sûre, on leur a bien et bien indiqué quelle était la nature de cette réunion et depuis lors, on n'a pas rediscuté de cette question, mais je ne crois pas qu'on puisse faire de déclarations en public encore pour l'instant. Nouvelle question, le député de Durham-York. Oui, Monsieur le Président, j'ai une question qui s'adresse au ministre de l'Agriculture. J'ai reçu un exemplaire d'une lettre de Brian Semkel, directeur de la division des préparations de l'aliment de Natural Fry. Dans cette lettre, on indique que le ministre va chercher l'appui pour une garantie pour un emprunt et que cet argent viendrait de Ontario Development Corporation ainsi que d'autres collègues ministres. Il semblerait que les détails concernant une garantie de l'emprunt est en train d'être préparés par le ministère et la Ontario Development Corporation et nous avons l'intention de remettre les détails dès que possible. Et c'est ce genre de déclaration, en plus de coups de téléphone de Doug Stone, de votre ministère auprès de banques qui ont poussé les agriculteurs à avoir une certaine foi et à agir comme ils l'ont fait, les agriculteurs de pommes de terre. Vous comprenez la situation dans laquelle ils se trouvent. Le ministre ne serait-il pas d'accord de reconnaître que vous-même et votre ministère doivent venir en aide à ces agriculteurs de pommes de terre? Le ministre, les avocats ou les conseillers juridiques pour la dite usine m'ont indiqué qu'on avait l'intention d'intenter des poursuites et par conséquent, ceci tiendrait compte de DW Potato Limited. On a refusé de répondre à toute question afin de protéger les droits de la couronne en cas de poursuite civile. Mais, Monsieur le Président, si le député de Durham-York est véritablement intéressé en la situation de la communauté agricole de pommes de terre en Ontario, je puis lui indiquer qu'il y a eu un certain progrès d'effectuer concernant l'aspect financier pour la culture de pommes de terre. J'indique maintenant qu'il y a une réunion des agriculteurs et de personnel du ministère et qu'une autre réunion aura lieu cette semaine et que cette réunion permettra de discuter à fond de cette question. D'autre part, Monsieur le Président, le député n'a pas terminé sa phrase. À l'ordre supplémentaire. Vous vous souviendrez d'avoir déclaré à l'OFA « Je suis en charge et je suis parfaitement en charge. Je sais ce qui se passe. »
Déclaration formulée au cours de la Fédération d'agriculture de l'Ontario. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. Le député a-t-il une supplémentaire? Oui. C'est à vous qu'incombe cette responsabilité, et pour votre ministère et pour votre personnel. Pourquoi ne vous remuez-vous pas un petit peu et ne venez-vous pas en aide aux agriculteurs de pommes de terre? Le ministre. Monsieur le Président, je continue la réponse que vous pensiez être trop longue au cours de ma première réponse. J'aimerais indiquer aux députés que nous sommes certainement prêts à examiner les problèmes particuliers que connaissent les agriculteurs de pommes de terre qui ont vendu leurs pommes de terre à Natural Fry. Et comme je l'ai indiqué, si les agriculteurs de pommes de terre et autres décident de mettre sur pied un programme de financement, je crois qu'il nous est possible de venir en aide à ces agriculteurs de pommes de terre. Nouvelle question, le député de Scarborough-West. Monsieur le Président, j'ai une question qui s'adresse au Premier ministre. Avant, j'aimerais citer le Premier ministre. Ah, celui-ci, si je puis. Je suis l'une de ces personnes qui est en quelque sorte désillusionnée, étant donné la façon dont les choses se passent concernant les lois qui émanent des députés. Je crois que l'on devrait se rendre compte qu'il s'agit d'une chose très importante, d'une représentante pour le public. Or, beaucoup de ces projets de loi sont torpillés. Et moi, Monsieur le Premier ministre, je crois que mon projet de loi concernant une région libre d'armement souffre de cela, justement. Déjà, il y a eu 2 documents qui ont été présentés à votre bureau à cet effet. Et si vous permettez, je vais formuler des commentaires. La première chose a été une question concernant Lytton. Et j'aimerais savoir ce que vous pensez concernant ce projet de loi concernant Lytton. Qu'est-ce que vous pensez, le Premier ministre? Premièrement, j'aimerais féliciter le député pour son choix de citation. Je sais que moi, lorsque j'aime bien tirer des citations, je sais toujours les choisir très bien. Et je vais citer Winston Churchill, Kennedy, enfin des hommes politiques ou d'autres hommes de grande renommée. Alors, j'aimerais le féliciter concernant le choix de la personne citée. Maintenant, Monsieur le Président, concernant ce que vous avez soulevé, je ne savais pas que vous m'aviez envoyé une lettre. Je ne savais pas non plus que j'avais reçu une lettre de M. Manzikowski. Je suis heureux que vous m'aviez dit que vous m'aviez envoyé une lettre, mais je vais simplement indiquer aux députés que lorsque je vais pouvoir examiner mon courrier, je vais certainement lire sa lettre supplémentaire. Étant donné que vous ne l'aviez pas encore vue, mais la deuxième lettre que je vous envoie, c'est une loi concernant la planification. Je suis très frustrée par le fait que vous dites qu'on ne peut rien faire en Ontario dans notre propre espace juridique. Et j'aimerais savoir si vous appuyez ce que je vous propose ici. Lorsque toute planification doit avoir certaines dispositions, mais qu'on ne doit plus rien convertir ou organiser pour qu'on puisse produire des armes nucléaires. Le Premier ministre. Oui, 2 projets de loi qui ont été proposés, c'est bien cela, par vous. Vous avez certainement la possibilité de proposer ces lois pendant l'heure ou les heures consacrées à cet effet, et j'ai hâte de voir une telle loi. Mais je suis sûre que l'on pourra avoir un bon débat à ce sujet, et je suis sûre que le gouvernement va examiner de près et avec grand sérieux les propositions du député. Je ne parle pas du gouvernement de l'heure qui est tout oreille aux demandes de député d'en face. Mais certainement, le député qui vient de prendre la parole va passer dans l'histoire et va être connu comme étant la personne qui a su faire preuve d'initiative.
Je tiens à vous dire que nous écoutons de très près ce que vous avez à dire et une fois qu'on a eu un débat et que tous les députés auraient pu formuler leur point de vue, nous allons pouvoir examiner de très près cette demande. Nouvelle question, le député de Fort William. Monsieur le Président, au nom des citoyens de Thunder Bay, j'ai une question à poser au Premier ministre. Monsieur le ministre, pendant 7 ans, Thunder Bay a été la seule ville en Ontario où il y a eu des poursuites qui ont eu lieu au sein même d'un hôtel ou plutôt d'une chambre d'hôtel parce qu'il y avait un manque de place. Et c'est une situation qui est très précaire, qui parfois a mené à des procès qui n'ont pas eu une bonne fin, qui n'ont pas été reconnus. Pourquoi est-ce que Thunder Bay se trouve dans une telle situation? Le Premier ministre, je suis reconnaissant que vous me parliez de cette question concernant les tribunaux à Thunder Bay, mais j'aimerais indiquer que ce n'est malheureusement pas la seule communauté où nous connaissons une telle situation. Il y a d'autres communautés qui souffrent de ce problème aussi. Il y a une pénurie de tribunaux dans cette province. Il se peut que j'ai des renseignements erronés, mais je ne sais pas ou je ne suis pas au courant du fait que Thunder Bay ait souffert plus qu'une autre communauté. Mais je vais certainement parler au procureur général qui est responsable de cette question. Supplémentaire, étant donné votre préoccupation pour le Nord et qu'on doit tenir compte de la représentation libérale dans le Nord, il est plutôt étrange que Toronto, North Bay et Ottawa ont obtenu des cours ou des tribunaux, mais Thunder Bay n'en a pas obtenu. On s'est fait rayer de la liste. Qu'est-ce que vous leur dites donc aux populations du Nord? C'est une situation ridicule. Je suis fort reconnaissant quant à la façon dont l'honorable député propose son point de vue. Je ne vois pas en quoi nous sommes concernés, mais je puis dire que ce gouvernement a fait beaucoup de choses pour venir en aide à ce niveau, et je suis sûre que le député va le reconnaître aussi. Je suis prêt à discuter avec le procureur général. Comme j'ai indiqué, je ne suis pas au courant. Mais j'aimerais dire que je suis fort heureux que le député ait soulevé cette question. Nouvelle question, député de Sudbury-Est. J'ai une question qui s'adresse au ministre du Travail. Oui, concernant le Marais. J'ai un document, une lettre, 19 janvier et 20 janvier, signée par le ministre du Travail. Et dans un document, le ministre me dit, concernant la culpabilité reconnue en vertu des employeurs pour les infractions à ce niveau, employeurs 158, 56 et d'autres 28, les travailleurs. Or, plus tard, dans une autre lettre, on dit que les compagnies 158 ont été reconnues coupables et les travailleurs 229 ont été reconnus coupables. Maintenant, quel document dois-je croire? Le ministre, sans examiner les deux lettres, il m'est difficile de porter un jugement. Je dois voir s'il s'agit de la même période de temps. Et je suis sûre que l'honorable député aime bien, comme ça, à brûle pour point, soulever ces questions. Mais s'il désire que je lui remette une réponse pour la période allant d'avril 86 et novembre 86, le total est de 118 employeurs sur 138 infractions. Il y a eu 138 surveillants et sur 41 surveillants plutôt. Et je voudrais être sûre aussi que le député ne mélange pas les différentes catégories. Mais s'il ne me donne pas plus de renseignements, je ne puis répondre. Eh bien, dans les deux documents, l'exercice financier est 85-86. Alors, je ne comprends pas le problème, mais peut-être que vous pouvez m'expliquer le problème. Vous êtes le dur des durs qui va poursuivre tout le monde. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, au cours de l'année financière 84-85,
il y avait 161 compagnies qui ont été accusées et 85-86, il y en avait 158, autrement 3 de moins. Et pourtant, pour 84-85, il y avait 87 travailleurs traduits en justice et pour l'année suivante, il y en avait 229 de travailleurs. Pouvez-vous me dire qui vous poursuivez si ce n'est pas le travailleur? J'aimerais savoir pourquoi on a réduit le nombre de compagnies accusées de 3 alors qu'on a multiplié par 3 le nombre de travail accusés. Tout ce que vous semblez dire, c'est que c'est les stupides travailleurs qui ont les problèmes. C'est pour ça que vous les accusez. Le ministre, le problème avec mon collègue, enfin, je suis tout à fait reconnaissant de son dévouement concernant la sécurité. Mais le problème, c'est qu'à brûle pourquoi, comme ça, il nous donne des chiffres pour une année et tout ce qu'il trouve à dire, Monsieur le Président. Donc, le problème avec mes collègues d'en face, c'est qu'ils posent leurs questions et ensuite, ils n'écoutent pas la réponse. Monsieur le Président, le problème, lorsque l'on cite un chiffre à brûle pour point et un seul chiffre pour une année, c'est qu'il est difficile de formuler des commentaires. Mais j'aimerais indiquer que l'honorable député n'a pas choisi de citer les chiffres pour les 9 premiers mois de cette année et que les recommandations formulées par la division juridique auraient augmenté de 95%. Et ceci tient compte des compagnies, des surveillants et des travailleurs. Malheureusement, cela ne cadre pas avec le petit plan de l'honorable député. Nouvelle question. Le député de Brampton, nouvelle question. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au trésorier. Pendant que je me dirigeais à Barrie le vendredi dernier, j'ai entendu un petit discours du député de Simcoe où on parlait des conducteurs qui se faisaient avoir et il parlait de la taxe fixe par rapport à la taxe ad valorem, disant que le trésorier ne veut rien savoir. J'aimerais bien donner au trésorier l'occasion de nous dire ce qu'il pense de cette question. J'apprécie cette occasion spéciale, Monsieur le Président, et j'ai laissé mes notes sur cette réponse dans mon autre habit, mais l'honorable député a exprimé dans sa question la réponse que je voulais donner. C'est qu'en fait, dans cette juridiction, nous décidons de la taxe sur le litre de l'essence de manière démocratique. Nous pensons que c'est ça la méthode appropriée. En fait, nous avons réduit la taxe de 20% ad valorem que cela aurait été. Et on sait très bien que les revenus sont un peu supérieurs à $1 milliard. Et en fait, les revenus projetés n'ont pas changé depuis le budget. Et une des choses qui me préoccupe, c'est que les revenus ont baissé au fur et à mesure qu'on a construit des véhicules plus efficaces. La prospérité de l'économie a fait que davantage de gens peuvent acheter de nouvelles voitures et les nouveaux moteurs sont plus efficaces. Par conséquent, nos revenus ont baissé. Une nouvelle question. Peut-être que le député voudrait bien attendre jusqu'à ce que les autres députés cessent de crier. Le député de Brant. Le député de Sarnia. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Le Premier ministre doit savoir qu'il y a environ 2 semaines, j'ai écrit une lettre au Premier ministre lui demandant une rencontre pour
avec une délégation de la ville de Sarnia pour discuter d'un certain système pour ma communauté qui connaît des problèmes de chômage assez sérieux à la suite de la récession dans l'industrie pétrochimique. Le premier ministre, d'après la manière que j'ai compris, c'est qu'il était prêt à rencontrer les membres de la délégation. Par conséquent, j'aimerais demander au premier ministre s'il a établi une certaine date où des représentants de son bureau et les représentants du conseil municipal de Sarnia pourront se rencontrer. Je remercie l'honorable député d'avoir attiré mon attention à cette question importante. J'ai dit que je serais heureux de pouvoir les rencontrer. Malheureusement, depuis le temps que j'ai reçu ce message, j'ai appris que le maire de votre communauté est très malade. C'est une situation que je regrette beaucoup. Comme beaucoup de ses amis, je reste optimiste qu'il va se sentir mieux très rapidement. Si je comprends bien, il est à l'hôpital ou si je me trompe, j'espère qu'il se sent mieux et qu'on va pouvoir avoir la réunion bientôt. Question supplémentaire? Je voudrais dire au Premier ministre qu'il y a quelques 900 à 1000 travailleurs de construction qui sont en chômage. Et dans cette industrie, il y a peut-être 75% des travailleurs de construction qui ne peuvent pas trouver du travail. Le Premier ministre doit aussi savoir que la majeure partie de croissance dont lui et le trésorier parlent a lieu généralement dans la région de la métropole de Toronto. Les citoyens de cette province qui habitent dans le nord ou dans l'est ou dans l'ouest de la province ne jouissent pas de la même prospérité dont vous parlez si souvent dans cette Chambre. J'aimerais vous demander à vous ou au ministre de l'Industrie et de la Technologie ou à d'autres ministres si vous avez des programmes ou des solutions qui permettraient de résoudre les problèmes auxquels font face mes commettants dans le nord ou dans d'autres régions de la province. Je suis au courant de la lettre que vous avez envoyée parce que vous avez demandé le déménagement d'un ministère à Sarnia. C'était votre suggestion. Et si je me trompe, j'espère que vous allez rectifier ce que je dis. Nous avons adopté un programme de décentralisation. Nous sommes en train de déplacer des milliers d'emplois de Toronto vers le nord de l'Ontario en vue de stabiliser l'économie. Je crois que ce trésorier était le premier à déclarer que malgré la prospérité de l'économie, il existe des problèmes très sérieux dans le nord et dans d'autres régions et qu'il faut accorder des crédits pour résoudre le problème. Sarnia est une communauté qui a des problèmes et il y a d'autres communautés encore. Je connais un peu les problèmes auxquels ils doivent faire face. Il y a les problèmes de prix, de concurrence ou de taxes. Je sais que vous pouvez vous rendre utile en parlant à vos collègues au niveau fédéral afin de leur convaincre d'accorder de l'aide, de l'assistance à cette industrie. Cela va aider tout le monde. Je dis à mon honorable collègue, je ne pense pas que la suggestion de déplacer un ministère dans cette région est assez pratique. Je suis sûr que d'autres comtés aimeraient avoir le même ministère. Je ne pense pas que c'est ça la solution au problème. Nous l'avons fait pour le nord de l'Ontario parce que la situation est très grave. Nous étudions d'autres possibilités de création d'emplois actuellement. Je sais que l'honorable député aussi étudie ces possibilités. Nous ne sommes pas en mesure d'annoncer quoi que ce soit de concret aujourd'hui, mais nous espérons pouvoir le faire bientôt. Juste pour l'aider à se débarrasser de son pessimisme, nous pensons pouvoir résoudre des problèmes dans 6 ans. Je crois que cela reflète un témoignage de confiance dans le trésorier. Le député de Riverdale, nouvelle question. Étant donné que le Premier ministre n'a pas pu finir
La période des questions. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Le ministre a exprimé sa joie à la suite de sa nouvelle nomination à ce ministère quand mon collègue de Nickelback lui a posé sa question. Maintenant qu'il est redevenu ministre de l'Environnement, j'aimerais qu'il dise à la Chambre ce qu'il a l'intention de faire avec la proposition d'extirper de l'énergie de déchets, qui est une proposition du secteur privé. Est-ce qu'il peut dire s'il est en faveur de cette proposition, à savoir s'il veut bien étudier cette proposition, ou est-ce qu'il pense qu'un moratoire sur ce projet est une meilleure idée? Je crois que cela dépend à qui le député parle et dans quelle région de l'Ontario on va installer cette usine. Je crois qu'il y a plusieurs membres du conseil de la ville qui ont des opinions différentes. Je crois que le conseiller Richard Gilbert, est-ce qu'il est membre du parti, est-ce qu'il est néo-démocrate? Il était en faveur de cette usine, mais d'autres n'étaient pas en faveur. Par conséquent, il y a une divergence d'opinion à l'intérieur du même parti. Nous espérons avoir une décision bientôt parce que maintenant nous avons des renseignements du conseil municipal. Je crois que je vais être en mesure de pouvoir lui donner une réponse le plus vite possible. La période